Alors, anesthésie générale aux anesthésiques locaux, je crois que c'est un titre qui interroge beaucoup. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus de ce que je vais vous dire, puisque, donc, tout d'abord, j'ai aucun lien d'intérêt vis-à-vis de cette présentation. Et en fait, cette présentation, il y aura exactement une seule diapositive. En fait, c'était la fin de l'histoire. C'était la définition d'anesthésie générale. Non, c'est une blague, heureusement. Donc l'anesthésie générale, si on reprend la définition en tant que telle, eh bien c'est un état de perte de conscience pharmacologique permettant une intervention ou un examen. Donc jusque-là, c'est ce que vous connaissez très bien. 3 composantes, l'hypnose, l'analgésie et la biorelaxation. Et 3 phases, l'induction, l'entretien et le réveil. En fait, quand on regarde la finalité de cette anesthésie générale, c'est bien sûr de contrôler le tonus sympathique de l'agression chirurgicale. Enfin. Les anesthésiques locaux dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent une inhibition de la transmission de la douleur par bloc des canaux sodiques voltage dépendant. L'action de ce blocage des canaux sodiques dépendants, que ce soit au niveau des axones périphériques, c'est également un blocage qui peut être bien sûr sensitif, moteur et également sympathique. Et on voit qu'on a un lien de convergence entre l'anesthésie générale qui va moduler le tonus sympathique et ces anesthésiques locaux qui vont aussi moduler le sympathique. Alors, quand on regarde finalement la physiologie en tant que telle, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que les canaux sodiques sont très vite en action dès l'agression chirurgicale, dès la lésion tissulaire. Et en fait, on voit que dans un premier temps, vous voyez ici, c'est une véritable réaction inflammatoire qui se met en place, très rapidement, immédiatement d'ailleurs, et qui va interagir avec de nombreux récepteurs. La particularité de ces récepteurs, eh bien, c'est l'activation des canaux sodiques et aussi calciques, qui vont finalement générer un potentiel d'action qui va aller de la périphérie vers le central. Donc ça, c'est déjà un premier mécanisme où on se rend compte que le canal sodique est très vite incriminé dès l'agression chirurgicale. Quand on regarde la physiologie, encore une fois, et comme vous le savez très bien, au-delà de la réaction inflammatoire, l'acte chirurgical va entraîner des lésions nerveuses. Ces lésions nerveuses, c'est essentiellement des lésions périphériques. Vous savez qu'il y a 2 nerfs qui conduisent la douleur. Il y a les fibres C non myélinisées avec une conduction lente d'environ 1 mètre/seconde et les fibres A-bêta myélinisées avec une conduction beaucoup plus rapide de la douleur d'environ 13 mètres/seconde. Donc là, on est dans la situation normale. Vous avez la migration de l'influx nociceptif de la périphérie vers le centre. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est lorsque vous avez une lésion nerveuse, vous avez la libération de facteurs de croissance qui vont modifier la structure nerveuse périphérique. Dès que vous avez cette modification de la structuration nerveuse périphérique, vous voyez que le calibre du nerf, qui est pour le coup ici la fibre C, change quand même de façon significative par rapport à la fibre normale, avec une conduction qui sera plus importante. Et surtout, on doit multiplier les canaux sodiques qui font que cette activation des canaux sodiques vont faire que l'influx nociceptif va être beaucoup plus important de la périphérie au niveau central. Et donc, inévitablement, vous avez à la fois la problématique inflammatoire et la problématique de lésions nerveuses, avec très vite la libération de facteurs de croissance qui vont modifier complètement la phénotypie nerveuse en périphérie. Alors, puisqu'on est dans le cadre de l'anesthésie générale, bien sûr, la présentation va essentiellement tourner autour. Je pense qu'on a une ressource de micro, semble-t-il. C'est ça dans l'ambiance anesthésique locaux. C'est ça. Un peu plus fort de souhait. Donc, la lidocaïne intervenue en tant que telle et ses mécanismes d'action. Eh bien, la lidocaïne va jouer justement sur les canaux sodiques en les bloquant. Donc, ça va jouer inévitablement sur la transmission nerveuse périphérique vers l'intégration au niveau du central. L'autre côté intéressant de la lidocaïne,
bien qu'on est avec cette molécule dans un contexte de modulation du produit sympathique, d'une modulation de l'influence de la périphérie vers le centre. Ce qui a été démontré, et ça on le reverra, c'est incontestablement l'impact de ça, c'est la réduction de la consommation. Ce qui est intéressant également de voir, c'est qu'au final, au niveau des cellules de l'immunité qui sont, c'est revenu, merci beaucoup, au niveau des cellules de l'immunité et de la réaction inflammatoire qui sont très vite mises en place lors de l'agression chirurgicale, que ce soit au niveau des monocytes, au niveau des neutrophiles, mais également au niveau des mastocytes, eh bien vous voyez que les anesthésiques locaux et la lidocaïne entre autres intervient en bloquant cette libération des médiateurs de l'inflammation. Donc un réel effet anti-inflammatoire extrêmement intéressant donc dès l'agression chirurgicale. Ce qui a été démontré dans la littérature, donc ça on remonte dans les années 2007, c'est finalement que lorsque on administre aux patients de la lidocaïne intraveineuse, ici c'est dans le contexte de la chirurgie abdominale, un bolus de 1,5 mg par kilo, ensuite la poursuite de l'administration de la lidocaïne à raison de 2 mg par kilo et par heure. C'était poursuivi en post-opératoire à la posologie de 1,3 mg par kilo et par heure, et cela pendant 24 heures. Il était observé une diminution de la consommation morphinique et également des scores de douleur. Ce qui était intéressant de remarquer dans ce travail, c'est qu'au final, la perfusion a été arrêtée donc à la 24e heure et les effets antalgiques étaient poursuivis jusqu'à la 48e heure. Et donc un effet rémanent qui était observé dans le contexte de ce travail. Dans le contexte de la chirurgie abdominale, l'intérêt également, c'était dans ce qu'on appelle l'idéus post-opératoire, l'inconfort abdominal qui est source de désagrément pour le patient, de douleur également, mais cet inconfort était une limitation incontestablement à la sortie précoce des patients. Et donc les patients qui recevaient de la lidocaïne, c'était associé également à une réduction de la consommation morphinique, et bien vous voyez qu'en termes de confort abdominal, c'était significativement meilleur avec la lidocaïne. Et c'était le début finalement de cette lidocaïne intraveineuse qui est utilisée assez largement au jour d'aujourd'hui dans nos protocoles d'anesthésie générale. Lorsqu'on regarde la littérature plus récente, donc ici publiée en 2017, en particulier dans la chirurgie dite viscérale, que ce soit en laparotomie, que ce soit en laparoscopie, que ce soit en chirurgie urologique également, eh bien, les résultats vont tous dans le même sens. Incontestablement, l'utilisation de la lidocaïne, selon des protocoles qui sont à peu près similaires, vous voyez, dose de bolus entre 1,5 mg kg et 2 mg kg, c'est volontiers poursuivi en opératoire, donc à la posologie, donc là aussi de 2 mg kg la plupart du temps dans ces études. Ensuite, concernant le post-opératoire, un grand nombre d'études arrêtent la lidocaïne en salle de réveil, juste avant la sortie du patient. Et on verra pourquoi finalement, grand nombre de collègues ont choisi plutôt cette option de ne pas poursuivre de manière prolongée par rapport à l'étude initiale qui était prolongée, donc l'administration était prolongée pendant 24 heures. Mais une chose est forte de constater que c'est absolument convergent. On constate une réduction de la consommation morphinique, une amélioration de l'intensité douloureuse en post-opératoire, et la cerise sur le gâteau, c'était une réduction des durées de séjour, ce qui était tout à fait cohérent avec le développement des protocoles de retour à l'autonomie précoce, et donc les fameux protocoles RAC en tant que tel. Alors, l'effet de la lidocaïne inhibée sur l'épargne en morphinique est réel dans le contexte de la laparoscopie. Donc ça, c'est des études qui sont beaucoup plus récentes dans le contexte d'une méta-analyse qui reprend une partie des études précédentes. Et vous voyez, il y a une réduction de la consommation en morphinique. Concernant donc la réhabilitation, sur la durée de l'ILEUS, incontestablement, les protocoles associant la lidocaïne permettent une réduction de l'ILEUS, et vous voyez, c'est à peu près d'une dizaine d'heures, ce qui est finalement significatif dans la prise en charge de nos patients et le fait donc que ces protocoles soient assortis d'une réduction de durée de séjour. Par ailleurs, il a été observé une diminution de la durée de l'intensité douloureuse d'environ 2 points en moins sur une échelle numérique,
Et la durée de séjour, maintenant qui est comptée plutôt en heures dans certaines chirurgies, en particulier sur la chirurgie colique simple, et bien vous voyez, c'était 18 heures en heure. Concernant la laparotomie, il y avait une différence aussi qui est significative, mais moins importante qu'avec la laparoscopie, mais on retrouvait une épargne également morphinique en des patients opérés sous laparotomie. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que la lidocaïne intraveineuse fait aussi bien que la péridurale? Quand on regarde ce travail, on se rend compte qu'à partir de la 36e heure, il n'y a vraiment plus aucune différence, c'était des patients ici opérés par laparotomie, entre lidocaïne et péridurale. Lorsqu'on regarde les premières heures, en particulier les 12 premières heures, on voit une différence en termes d'intensité de la douleur entre péridurale et lidocaïne. Mais finalement, on voit quand même que la lidocaïne intraveineuse apporte un impact analgésique qui est plutôt intéressant lorsque comparé à une péridurale. Alors, ce n'est pas tout à fait étonnant parce que lorsqu'on reprend l'ensemble des effets que l'on observe avec l'analgésie péridurale, on le retrouve avec la lidocaïne intraveineuse. Alors, à des degrés plus ou moins importants, mais vous voyez qu'on retrouve la notion de réduction des besoins anesthésiques, j'y reviendrai un peu plus tard, la réduction de la réponse de stress, l'impact analgésique, l'analgésie pariétale, l'analgésie viscérale, l'épargne morphinique, l'effet antipéralgésique, l'effet anti-inflammatoire, réduction de la fatigue post-opératoire, donc là on a un impact identique entre péridurale et lidocaïne intraveineuse, la réduction du virus, la réduction de la durée d'hospitalisation, la prévention de la chronisation de la douleur, un peu plus marquée pour la péridurale que pour la lidocaïne intraveineuse, et bien on manque de littérature, et donc l'effet antitumoral sur quelques essais d'analyse de registre. Donc finalement, on est quasiment sur un copier-coller avec des items qui peuvent être un petit peu moins importants en termes de force d'action de la lidocaïne intraveineuse par rapport à l'analgésie péridurale. Alors, si la lidocaïne en tant que telle est bien présente en chirurgie viscérale, que ce soit donc de la chirurgie viscérale pure et dure, que ce soit de la gynéco, que ce soit de la chirurgie urologique, puis finalement de la chirurgie osseuse maintenant. Alors, quelques points sur la chirurgie rachidienne. Pourquoi s'intéresser à la chirurgie rachidienne? Le rationnel, c'est tout d'abord l'intensité de la douleur en post-opératoire de ce type de chirurgie. La réaction inflammatoire induite par l'agression chirurgicale, qui est importante, et donc l'intérêt qu'il pourrait y avoir d'utiliser la lidocaïne dans ce contexte-là avec ses effets anti-inflammatoires. La réaction inflammatoire locale par les cytokines qui sont libérées par les cellules gliales, et l'implication des cytokines inflammatoires dans les phénomènes de sensibilisation centrale. Donc finalement, cette réaction inflammatoire dans ce type de chirurgie, on retrouve ça bien évidemment également dans la chirurgie abdominale, on pouvait se poser la question de l'intérêt de la lidocaïne intraveineuse. Lorsqu'on regarde ce travail publié en 2013, donc c'est la chirurgie complexe du rachis, la lidocaïne a été administrée à 2 mg par kilo et par heure, prolongée en salle de réveil, donc il n'y avait pas de bolus, c'était une administration continue, et donc une prise en charge morphinique en post-opératoire. Concernant la différence en termes d'intensité de la douleur, il y avait une différence significative en faveur des patients qui recevaient de la lidocaïne. Et ensuite, concernant la consommation en morphinique, il y avait une non-infériorité entre le groupe placebo et donc le groupe non-lidocaïne. Finalement, quand on regarde l'équivalent de consommation en morphinique, vous voyez ici donc en couleur orangée la lidocaïne par rapport au groupe placebo, avec quelques petites différences, surtout sur la partie initiale en post-opératoire. En tout cas, cette étude est considérée comme positive dans l'intérêt de la lidocaïne en chirurgie rachidienne complexe. Quelques années plus tard, donc là plus récemment dans le British Journal, ici on a une étude, 70 patients, chirurgie du rachis. Cette fois, la lidocaïne est utilisée à 1,5 mg par kilo et par heure en péropératoire, prolongée jusqu'en salle de réveil. Le protocole d'anesthésie rémifatamine puis paracétamol plus morphinique. Et là, il n'y avait aucune différence sur la consommation morphinique. Pas de différence non plus sur l'intensité douloureuse, les nausées vomissements post-opératoires, l'IBUS, la durée de séjour.
Donc finalement, quoi penser de cette différence entre des chirurgies qui étaient similaires, une administration de lidocaïne intraveineuse qui était donc administrée, certes à des doses différentes. Une étude plus récente, eh bien, on est toujours dans la chirurgie rachidienne en tant que telle, eh bien, donc là, lidocaïne intraveineuse, avec une dose de charge cette fois, 2 mg par kilo, avant induction anesthésique, puis une IV continue à 3 mg par kilo et par heure, versus, du sérum salé ISO jusqu'à la fin d'intervention. Là, ce n'était pas prolongé en salle de réveil. Et vous voyez qu'on a des doses de lidocaïne un petit peu plus importantes. Là, c'était en faveur, petite étude, certes, donc sur l'intensité douloureuse, il y avait une différence significative, et bien en post-opératoire immédiat et même à distance dans le groupe lidocaïne. Donc finalement, il y a une certaine interrogation sur la lidocaïne dans ce type de chirurgie. Concernant la lidocaïne intraveineuse et ses effets en chirurgie prothétique de hanche, donc là un travail de 2008, eh bien lidocaïne à 1,5 mg par kilo, donc là administré 10 minutes et 30 minutes avant l'incision, puis 1,5 mg par kilo et par heure jusqu'à 60 minutes après la fermeture. Sans détailler les résultats, pas de différence sur l'intensité douloureuse, même lorsqu'elle était stimulée avec une pression effectuée en regard de la cicatrice, pas de différence entre la lidocaïne et le groupe contrôle. Alors que penser finalement de la lidocaïne dans la chirurgie plutôt osseuse? Des études positives en chirurgie rachidienne, la chirurgie prothétique de hanche, c'est plutôt négatif, et finalement, depuis, la lidocaïne a plutôt, est plutôt non utilisée en chirurgie osseuse. Elle a cette réputation en disant que finalement, la lidocaïne, c'est essentiellement une utilisation pour la chirurgie dite donc mou ou molle. Alors, quand on regarde ces études d'un peu plus près, on peut se poser la question de l'effet potentiel de la dose de lidocaïne sur l'effet analgésique. Ici, donc, dans cette Cochrane database, finalement, on voit que la lidocaïne en tant que telle, lorsqu'ils reprennent l'ensemble sur l'intensité douloureuse, globalement, ils sont d'accord pour dire qu'il y a une modification sur l'intensité douloureuse lorsqu'on reprend l'ensemble des interventions, avec une amélioration de l'intensité douloureuse d'environ 1 point. Ce qui m'a surtout intéressé dans cette Cochrane database, c'est qu'il y avait un effet plus marqué de la lidocaïne à plus de 2 mg par kilo et par heure, par rapport aux patients qui recevaient moins de 2 mg par kilo et par heure. Donc il semble exister manifestement un effet dose-effet qui pourrait expliquer finalement en partie les résultats observés au niveau de la chirurgie osseuse. Je vais un petit peu plus loin, donc là on est plus dans la douleur chronique en tant que telle. Finalement, chez des patients, dans le cadre d'une étude randomisée en double aveugle, je me suis éloigné de l'anesthésie générale, mais la notion d'effet dose-effet était, semble-t-il, intéressante. Chez des patients qui avaient une douleur neuropathique après chirurgie rachidienne. Deux groupes, un groupe 1 mg kg versus lidocaïne 5 mg kg en crossover, en dehors de toute anesthésie générale par rapport au sérum salé, administré en 1 heure à 1 mois d'intervalle. Et en fait, ce qu'il faut surtout voir au niveau de ce travail, c'est que les patients ou les patientes qui recevaient 5 mg par kilo, il y avait une modification de leur symptomatologie douloureuse sur la composante neuropathique, c'est-à-dire qu'en fonction de la dose de lidocaïne, la sensation donc, de douleur neuropathique, c'est le coup de poignard, sensation de chaud, de froid, donc la variation était beaucoup plus importante chez les patients qui recevaient lidocaïne à 5 mg par kilo. Donc finalement, il semble exister donc, un effet dose-effet qui pourrait éventuellement expliquer les différences observées, en particulier pour la chirurgie osseuse. Toutefois, quand on parle de lidocaïne, il ne faut pas oublier la toxicité potentielle. Alors on met les doses de lidocaïne assez importantes, et donc il faut à un moment ou à un autre regarder l'évolution de la concentration plasmatique de cette lidocaïne qui est administrée dans les veines de nos contemporains. Alors ici, c'est les lidocaïnes IV à la dose de 1,5 mg par kilo en bolus sur 20 minutes, puis deux groupes, un groupe à 60 mg par heure, pour les patients qui avaient un poids jusqu'à 70 kg,
et un groupe à 120 mg par heure pour les patients qui avaient un poids de plus de 70 kg, ce qui fait déjà une dose assez conséquente. Et ça pendant 12 heures post-opératoires. Ce qu'on peut regarder ici à 60 mg donc heure, et là à 120 mg heure, c'est que sur la partie péropératoire, lorsqu'on est dans cette anesthésie générale aux anesthésiques locaux, on est plutôt pas mal sur les concentrations plasmatiques résiduelles, puisqu'on reste inférieur à 5. Et donc, on est en dehors de la toxicité, puisque la toxicité, la concentration plasmatique de la lidocaïne, on essaie de la maintenir inférieure donc, à 5 microgrammes par ml. Entre 5 et 10 microgrammes par ml, on peut avoir des effets neurologiques, et supérieur à 10 microgrammes par ml, on peut avoir des effets cardiotoxiques. Et donc, finalement, on voit qu'en péropératoire, on est relativement, que ce soit à 120, que ce soit à 60, on est plutôt pas si mal. En revanche, sur le post-opératoire, à la 12e heure, eh bien, vous voyez que si la majorité des patients à 60 mg par heure restent en dessous des seuils qu'on va considérer potentiellement associés à des effets comorbides, ici, il y a un patient qui monte de façon dangereuse, donc à la limite de 10. Et à 120 mg, eh bien, vous avez ici deux patients qui sont montés de façon assez significative au-delà de 10. Et donc, quand même, vigilance vis-à-vis de cela, c'est-à-dire que c'est quand même une molécule qui, finalement, ce qu'on peut dire, a tendance à s'accumuler et qu'en termes de concentration plasmatique, eh bien, au bout d'un certain temps, ça s'élève de façon, donc pour certains patients, de façon assez significative. Alors, quid de l'obèse? Parce que finalement, on administre de la lidocaïne, y compris chez l'obèse. Alors, quel descripteur de poids utiliser? Le poids réel, le poids idéal, le poids idéal ajusté en tant que tel. Eh bien, lorsqu'on regarde finalement cette étude, encore une fois, 1,5 mg par kilo, sur 10 minutes, beaucoup d'études finalement, la dose de bolus, ils la font sur entre 10 et 20 minutes. Pour un certain nombre d'entre nous, en pratique, on la fait plutôt en bolus. Donc, il faut donc avoir à l'esprit que finalement, on peut avoir une concentration plasmatique qui s'élève, ici donc relayée par 2 mg kg/h jusqu'à la fermeture cutanée, puis 1 mg par kilo par heure jusqu'à sortie de SSPI, selon le poids ajusté. Donc là, ce n'était pas poids réel, donc c'est le poids ajusté. Je rappelle, le poids ajusté, c'est le poids idéal, plus 0,4 fois l'excès de poids. L'excès de poids étant le poids total moins le poids idéal. Et donc finalement, vous voyez qu'ici, dans cette étude, quand vous utilisez la lidocaïne en intraveineux, en péropératoire, chez un obèse, en utilisant donc, le poids ajusté, eh bien, vous voyez, on reste quand même largement en dessous eh bien, des 5 microgrammes par ml. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur la toxicité potentielle à la lidocaïne intraveineuse? Notre cible pour éviter donc, la toxicité, c'est plutôt maintenir inférieur à 5 microgrammes par ml. Les risques neurologiques sont entre 5 et 10, et cardiologiques supérieurs à 10. Que lorsqu'on regarde à 60 mg par heure sur la partie péropératoire, eh bien, pas trop de problématiques. Donc vous voyez ici, donc à 120 mg, ce qui concerne quand même des doses assez importantes, on peut constater chez certains patients des montées en concentration, donc surtout lorsqu'on prolonge en post-opératoire. Donc, quelques points de vigilance. Vigilance sur la rapidité d'injection de bolus. Utiliser donc, le poids idéal avec les formules simplifiées, le poids ajusté chez l'obèse en tant que tel, et le maintien post-opératoire sous surveillance électrocardiographie. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a un effet antalgique d'origine multifactorielle incontestable avec la lidocaïne, par ses effets anti-inflammatoires, par ses effets donc, passant par le blocage des canaux sodiques. Et donc finalement, il y a incontestablement un intérêt d'utiliser la lidocaïne en préopératoire chez les patients qui sont sous anesthésie générale. L'épargne clinique donc induite par la lidocaïne. Il y a un effet dose dépendant qui est à confirmer, ce qui permettra, je pense, eh bien, de lever potentiellement le doute d'utilisation dans la chirurgie osseuse, en tout cas dans la chirurgie rachidienne. On voit que lorsqu'on utilise à des doses un petit peu plus importantes, il semble exister des effets. Il est vrai que la chirurgie rachidienne, surtout lourde, est associée à une réaction inflammatoire en tant que telle, qui peut aussi justifier et peut-être donc être associée
des effets intéressants de la lidocaïne, peut-être plus que dans d'autres chirurgies osseuses, mais on a besoin incontestablement d'études complémentaires pour positionner un peu plus la lidocaïne en fonction du type de chirurgie. Je vous remercie de votre attention.